Retour donc sur 5 sur 7 matin pour nous intéresser donc à présent à ces législatives de 2023 qui se pointent à l'horizon et dont le processus est déjà d'ailleurs enclenché à tous les niveaux. Au niveau donc de l'instance chargée d'organiser ce scrutin, nous allons essayer de tout comprendre grâce à un journaliste expert électoral qui a siégé pendant longtemps donc du côté de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. Il a été donc, il est journaliste au niveau donc du service public. Bien évidemment, Georges Chéry est avec nous ce matin, journaliste expert électoral. Bonjour, j'ai envie de dire doyen, j'ai envie de dire également expert électoral. Disons bonjour citoyen, tout simplement. Bonjour citoyen. Voilà. Comment allez-vous? Ça va bien. Un plaisir de vous avoir ce matin. Merci beaucoup, le plaisir partagé. J'avoue que l'invitation elle est assez matinale, mais vous avez répondu présent. Il n'y a pas de souci, c'est le devoir. N'est-ce pas? Et on sera donc très heureux d'en savoir davantage sur ce processus électoral qui a été enclenché donc depuis un moment déjà. On a appris la semaine dernière que l'équipe donc chargée d'organiser les élections était à l'intérieur du pays pour faire le point du matériel. Dites-nous véritablement ce qu'il en est. C'est exact. C'est une disposition du Code de 2013 qui prescrit qu'avant chaque échéance électorale, la Sénat doit faire le point du matériel électoral afin de collecter des données pour savoir quels sont les matériels qui sont encore fonctionnels et ceux qui ne le sont pas, en vue de la commande de nouveaux matériels dans la perspective des élections à venir. C'est dans ce cadre que la semaine dernière, effectivement, des équipes ont été déployées dans les 24 circonscriptions électorales. Moi, j'étais par exemple dans la Donga et nous avons pu faire ce travail. Et ce matin, il sera question de consolider les données en vue de définir ce qu'il manque et ce qu'il faut commander. Et de ce que vous avez pu voir sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer, c'est sûr, puisque aujourd'hui, le matériel, on utilise les bureaux des arrondissements pour qu'on les squatte, pour stocker le matériel électoral. Et ce n'est pas toujours dans les conditions idéales. Quand vous prenez par exemple les urnes, c'est du matériel polyester en plastique. Et lorsque ce n'est pas conservé dans les conditions atmosphériques nécessaires, vous pouvez passer d'une transparente à une translucide, ce qui n'est pas ce que le code dit. Donc, on gagnerait à avoir des endroits plus adaptés pour stocker le matériel et ça va réduire le coût d'organisation des élections. On devrait pouvoir voir clair à travers les urnes. Absolument, c'est une disposition de la loi qu'on ne peut pas enfreindre. On va pouvoir voir ces images prises ça et là, en tout cas en ce qui concerne les dernières élections qu'on a pu donc organiser dans notre pays, en l'occurrence la présidentielle de 2016. Voilà, donc le matériel électoral qu'on est en train de voir. D'ailleurs, l'isoloir qui justement, l'état des isoloirs aussi. Bien sûr, il y a des isoloirs qui sont endommagés, qui ne sont plus utilisables, qu'il va falloir remplacer. Mais à ce niveau, je crois que la réflexion serait de voir s'il ne faut pas changer de type de matériaux. Aujourd'hui, on utilise le bois. Et quand on coupe le bois, on détruit la forêt. Vous le savez bien que moi. Aujourd'hui, dans d'autres pays, on utilise d'autres types de matériaux pour le faire. Et nous, on pense qu'on peut mettre nos artisans à contribution. Ce serait aussi une façon de financer l'économie locale. C'est des pistes qui sont en train d'être mûries. Et bientôt, sûrement que la Sénat va innover en mettant nos artisans à contribution pour fabriquer l'isoloir. L'isoloir, c'est quoi? Sa fonction juridique, c'est cacher, d'assurer le secret du vote. Donc ce n'est pas forcément du bois, on peut trouver un autre matériel pour le faire. Et je crois qu'on y réfléchit. Très bien. Alors, Georges Chéry, il y a eu quand même beaucoup de réformes au niveau donc, de l'instance chargée d'organiser les élections dans notre pays. Au départ, avant justement, on parlait du Sénat. Aujourd'hui, on parle de direction des élections. Dites-nous véritablement ce qu'il en est. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut saluer dans la dynamique politique actuelle qui est en cours dans notre pays, c'est l'envie de réformer, c'est-à-dire de casser la routine pour installer de nouvelles dynamiques. Et ça, c'est important. On dit souvent que lorsque le structurel ne précède pas l'infrastructurel, vous êtes sûr que vous aurez des éléphants blancs ou des choses mal gérées. Aujourd'hui, les réformes opérées dans notre pays ont touché également la Sénat. De quoi s'agit-il? La Sénat existe toujours. Mais ce qui a changé, ce sont ces organes dirigeants. Quand vous prenez le code ancien,
la Sénat était composée de 2 organes. L'ensemble des 5 commissaires, on parlait des commissaires à l'époque, formaient l'Assemblée plénière dotée d'un bureau exécutif. Et à côté, le bras technique opérationnel de la Sénat, c'était ce qu'on appelait le secrétariat exécutif permanent. Aujourd'hui, la loi a évolué et il y a des raisons à cela. Il y a le fameux article 37 du Code de 2018 qui faisait de chaque commissaire responsable d'une direction technique. Et du coup, vous avez comme des factions. Chaque direction évoluait dans son couloir. Le président de l'institution n'avait pas suffisamment d'autorité pour en imposer aux autres. Chacun revendiquait la même légitimité. C'était un handicap majeur. Que ce soit des experts nationaux ou internationaux, on constatait que ça ne pouvait pas continuer. Et là, le législateur a entendu et a changé. Donc désormais, avec le code actuel, eh bien, le code de 2019, vous avez le conseil électoral qui remplace ce qu'on appelait Assemblée générale et son bureau exécutif, et la direction générale des élections qui est le bras technique opérationnel. Donc, en quelque sorte, je pourrais dire que le conseil électoral, c'est l'organe politique de décision et de supervision de la direction générale des élections qui est l'organe technique et opérationnel. D'un côté, le conseil électoral est composé de 5 personnalités ayant un profil politique. Un nommé par le président de la République, un nommé par la majorité, un nommé par la minorité, un nommé par le chef de file de l'opposition, et puis le dernier, il est issu des magistrats à la suite d'une assemblée générale où il est élu. Ça fait les 5, et quelque chose est conservé, que ce soit l'ancien code ou l'actuel code. Ce qui fait la force de la Sénat ou du Conseil électoral, c'est son équilibre politique. C'est-à-dire toutes les sensibilités sont représentées. Mais outre cet organe politique de supervision et de décision, on a mis en place une direction générale des élections. Et cette direction générale des élections s'appuie sur 4 directions techniques. Vous avez le directeur général qui est assisté de quelqu'un qui s'occupe de la communication et de la formation, d'un autre qui s'occupe des opérations et du matériel, d'un autre qui s'occupe des finances, et le dernier, lui, sa responsabilité, c'est les aspects informatiques, la direction des services informatiques. Voilà un peu comment c'est construit, et je crois qu'il faut l'expérimenter, ça devrait marcher. Maintenant, ce que j'aurais souhaité, par rapport à mon expérience aussi bien ici qu'ailleurs, c'est que quand on crée de nouvelles institutions, surtout quand il s'agit d'une loi, il y a forcément ce qu'on appelle les éléments de motif qui concourent à envoyer la loi auprès du Parlement. Il y a des discussions. Vous pouvez être expert, vous pouvez avoir n'importe quel diplôme. Si on ne vous aime, on ne vous amène pas à vous approprier les circonstances qui ont amené à voter la loi. Vous pouvez faire aller passer à côté de votre mission. Donc il serait bon qu'une fois les acteurs désignés, qu'ils aient une sorte de conclave où qui de droit arrive à leur dire voilà, telle chose, nous sommes allés dans tel esprit, ça leur permet d'agir sans faire trop d'erreurs. Voilà un peu ce que je peux dire de ces réformes-là. Mais à côté de cette réforme structurelle, il y a des réformes opérationnelles. La manière même d'organiser les élections, certaines choses ont changé. Par exemple, avant, on n'élisait pas un vice-président. Maintenant, on élit un vice-président de la République. Si vous prenez l'article 144, avant c'était 83 députés, maintenant ce sera 109, dont 24 femmes. Donc avant, on admettait les alliances de partis politiques pour candidater aux élections législatives. Maintenant, ce n'est plus possible. Donc il y a un certain nombre également de réformes opérationnelles qui ont été menées et c'est de très bonnes pistes. Il faut les mettre en œuvre avec esprit de suite et de responsabilité. Je crois que quelque chose va changer. Alors, quelles sont clairement les attributions du Conseil électoral et de la Direction générale des élections, je vais dire, dans les faits? Oui, dans les faits, le directeur général des élections avec ses collaborateurs, les directeurs techniques, élabore un programme d'activité. Il s'agit par exemple maintenant des élections législatives. Il y a un certain nombre de choses. Des activités préélectorales, des activités électorales et des activités post-électorales qu'il faut identifier dans un document de planification. Il va devant le conseil électoral présenter. Il ne peut pas, parce qu'il est directeur général des élections, faire ça et passer à la mise en œuvre. Il faut qu'au préalable, le conseil électoral valide. Donc, c'est comme un ministre et le gouvernement en conseil des ministres. Le ministre a beau avoir un cahier de charge, lorsqu'il élabore un document, il va soumettre ce document en conseil des ministres pour obtenir la validation. C'est le même rapport. Il peut y avoir
un problème de conflit d'attribution. Je disais tantôt qu'il fallait former les gens, les mettre. Le directeur général des élections est l'ordonnateur du budget. Mais attention, la loi est pointilleuse. Si vous prenez l'article 25, on dit que le président du conseil électoral est le président de la Sénat et la représente. Cela veut dire que le président de la Sénat est l'autorité approbatrice. Donc, ce n'est pas parce que le directeur général des élections est l'ordonnateur du budget qu'il peut faire les dépenses comme il veut. Il faut qu'il obtienne au préalable l'approbation du conseil électoral à travers la signature du président de l'institution. L'article 37, dernier alinéa, donne le pouvoir au directeur général des élections de recruter du personnel temporaire pour la durée des tâches qui seront confiées à ce personnel-là. Mais il n'a pas la signature. Il doit soumettre au président de l'institution ses propositions pour obtenir une décision portant recrutement de ces personnes. Donc voilà, il y a quelques subtilités qu'il faut lire la loi. Et comme je le dis, c'est à travers des échanges dans des ateliers. Il faut faire ça pour amener les uns et les autres à maîtriser la loi. Et puis, les prochaines législatives auront lieu le 8 janvier. Comment est-ce que vous interprétez cette date du 8 janvier quand on sait qu'il y a un peu de remous autour? Non, il n'y a pas de remous. C'est là où je dis, la Sénat, dans la mise en œuvre des réformes, doit évoluer. C'est parce que la Sénat ne communique pas, n'anticipe pas, elle n'est pas proactive. Évidemment, l'institution vient de changer de main, donc il faut du temps. Le citoyen lambda se réfère au code. Et lorsqu'il se réfère au code, il va se dire que c'est au cours de l'année électorale qu'on organise les élections générales et que c'est en ce moment qu'on applique la date, la disposition qui dit que les élections couplées législatives et communales sont organisées le deuxième dimanche du mois de janvier. Sauf qu'en matière électorale, c'est le cadre générique des élections, le cadre juridique des élections qui encadre l'organisation d'une élection. Et en la matière, la Constitution est le premier référent. Donc vous ne pouvez pas lire le code et vous faites votre opinion sans vous référer à la Constitution. C'est la Constitution qui est le premier référent. Et que dit la Constitution? La Constitution dit, nonobstant les dispositions du Code électoral, qui définit l'année électorale comme une année au cours de laquelle on organise les élections couplées là, les nouvelles dispositions concernant les élections législatives sont mises en œuvre à partir de 2023. Ça veut dire que 2023 doit être considéré comme une année électorale, même si ce n'est qu'une seule élection qui sera organisée. C'est une technique juridique. Il faut communiquer sur ça et amener les gens à comprendre. Donc, tous ceux qui ont lu seulement le code vont vous dire non, ce n'est pas possible. L'élection ne peut pas avoir lieu le 8 janvier. Et en la matière, la Cour a été claire. Elle a précisé que l'élection a eu lieu le 8 janvier 2023. Et il y a une jurisprudence à la matière. On a déjà organisé les élections présidentielles dans les mêmes conditions. Donc, il n'y a pas matière à discuter. Il y a juste à prendre la loi et à expliquer aux gens. Les élections ont lieu effectivement le 8 janvier. Et puis, il y a que le Parlement va passer, vous l'annoncez un peu plus tôt, de 83 à 109 députés. Pour vous, est-ce qu'il y avait lieu d'augmenter le nombre de parlementaires? Tout à fait. Quand vous regardez la démographie, bon, moi je suis un peu curieux, je lis beaucoup. L'INSAI a un document intitulé « Les projections démographiques du Bénin jusqu'en 2059 », je crois. Et ce document, souvent quand je veux regarder le travail réalisé par le COSLEPI, je compare les données. Et vous voyez que c'est une confirmation. Ce que fait le COSLEPI, ce que faisait le COSLEPI, et maintenant c'est l'ANIP qui va le faire, c'est une confirmation. Donc, la population évolue. Aujourd'hui, quand vous prenez Calavier environ, la population a pris de l'ampleur. Or, le nombre de sièges qu'ils ont, puisque nous sommes dans un régime, dans une démocratie de représentation, il fallait augmenter un siège. Quand vous prenez Parakou et environ, il fallait augmenter un siège. Et quand vous avez un bon rapport à l'histoire, vous prenez les anciens royaumes, on pense souvent que la promotion des femmes, faire participer les femmes aux instances de décision, que c'est une nouveauté du blanc ou de l'Occident. Non. Quand vous prenez le royaume de Pobert, le royaume de Niki ou d'Abomey, Niki par exemple, il y a celle qu'on appelle la vieille Nyankogi, je crois, qui a un rôle important.
Donc les femmes avaient déjà un rôle. Pourquoi ne pas perpétuer cette tradition? Et ce que le législateur a fait en protégeant un espace pour les femmes est une très bonne chose. Donc c'est comme ça que, par exemple, on aura 109 députés, parce qu'on a tenu compte de l'évolution démographique, et puisque nous sommes dans une démocratie de représentation, il fallait augmenter. Maintenant, on ne peut pas augmenter sans avoir les moyens. Voilà pourquoi, en acceptant, le gouvernement a fait une bonne action. Et justement, vous en parlez, il y a donc ce quota de 24 femmes au moins qui vont siéger donc, au Parlement pour la prochaine législature. Qu'est-ce que vous en dites? C'est une excellente chose. Sauf que, aujourd'hui, les femmes ont un coup de pouce. Moi, je n'aime pas tricher avec ma conscience. Il y a des femmes qui sont consciencieuses et qui travaillent. On peut en citer. On a connu dans le passé les Gracien Pognon, on en a connu, on peut en citer. Mais il y en a d'autres qui passent par l'ascenseur social le plus facile pour vouloir accéder au poste et qui ne maîtrisent pas le sujet. Il faut faire en sorte que les méritantes soient au poste, soient élues. Celles qui se battent, qui savent de quoi il s'agit. Pourquoi la participation électorale baisse? Outre les questions émotionnelles, il y a aussi la faiblesse de l'animation de la vie publique. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on est en train de construire une cité ministérielle. Et à Calavi, on est en train de construire une cité administrative. La cité administrative, c'est les services déconcentrés des ministères. Et ici, c'est le cabinet des ministres. Vous vous rendez compte que ça a un impact économique important? Désormais, vous n'aurez plus, quand les deux sites seront fonctionnaires, vous ne verrez plus ce grand mouvement qui quitte Calavi, où les fonctionnaires viennent à Cotonou, vous ne verrez plus ça. Qu'est-ce que ça induit? Réduction des gaz à effet de serre, moins d'accidents, les routes ne sont plus embouteillées, et les garagistes qui sont à Cotonou pour réparer les engins des fonctionnaires, tout ça là, ils vont aller vers Calavi, ce qui va constituer un boom pour le développement urbain de Calavi. Sans oublier qu'il y a les logements sociaux également. Absolument. Donc, l'acteur politique doit pouvoir animer des grands meetings sur ces éléments-là. C'est ça qui décide le citoyen à dire, ben, écoutez, si c'est ça, je comprends, je m'accroche. Mais ça manque. Le discours ici n'est pas programmatique, il n'est pas promoteur. Il se limite à dire, je soutiens le PAG2. Parfois, celui qui le dit ne connaît même pas le contenu. Il faut travailler. Et je salue l'initiative du législateur qui dit qu'il confie à la Sénat le suivi des partis politiques. La Sénat doit pouvoir s'approprier les règles, les techniques d'animation de la vie politique et les transposer vers les partis politiques pour les aguerrir. Notre démocratie en gagnerait. Alors, Georges Ochéret, quelle sera la suite du processus qui a été entamé justement avec le point sur le matériel dans nos différentes régions? La suite dans l'ordre de la programmation, qu'est-ce qu'il en sera? Ce serait prétentieux de ma part de me substituer aux institutions, au Conseil électoral. Mais oui, la tradition, la pratique courante, c'est que maintenant, il faut passer, définir les activités préélectorales, électorales et post-électorales, faire le budget, aller discuter le budget. Une fois le budget discuté et obtenu, commencer par mettre en œuvre ces activités-là, le recrutement des agents électoraux, leur formation, l'acquisition du matériel et la répartition. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire également en relation avec les parties prenantes qui ont un rôle à jouer pour asseoir la paix. Et surtout, aujourd'hui, vous savez que les 3 dernières élections ont été émaillées par la violence électorale. Il faut y apporter une réponse participative. Donc, discuter avec les acteurs, identifier les problèmes. Je crois ça va commencer ce matin. Des réunions sûrement vont avoir lieu pour qu'on puisse déblayer le chemin et organiser des élections apaisées. En clair, le chemin est en train d'être déblayé pour que nous ayons des élections totalement libres, transparentes et avec une forte participation des électeurs qui valide quand même la crédibilité du scrutin. Absolument. Est-ce que pour les élections à venir, le taux de participation sera scruté au peigne fin? C'est sûr. Parce que généralement, ce n'est pas un intrant important, mais j'imagine... ce n'est pas important, le taux de participation. Ça, ce n'est pas prévu par les tests. Par exemple, dans nos pays, on ne conditionne pas la validité d'une élection au taux de participation. Néanmoins, la légitimité en dépend. Donc, il faut travailler à ce que le taux de participation soit élevé. Et ça, c'est le rôle des acteurs politiques. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? Je voudrais dire simplement que, quoi qu'on dise, le Bénin est en train de franchir, de faire de grands pas. Et qu'il ne faut pas tuer le mouvement, il faut oublier ses intérêts personnels et prendre en compte ce que
ce qui avantage cette jeunesse, afin que petit à petit, d'ici les 10 prochaines années, nous puissions dire, Cotonou a changé, le Bénin a changé, nous avons un certain nombre de choses et je pense que nous sommes sur la bonne voie, nous y arriverons. Merci beaucoup à vous, Georges Osséré, journaliste expert électoral. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. On va vous solliciter bien assez souvent pour essayer de comprendre certaines subtilités qui éventuellement nous échapperaient dans, évidemment, la compréhension des tests liés aux élections dans notre pays. Je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup. À très bientôt, cher doyen.